OK. Bonjour à tous. Euh, Bienvenue dans le cadre de ce webinaire qui porte sur les cadres de gouvernance pour la conservation et la gestion durable des tourbières dans le bassin du Congo. Je me nomme Denis Jansonwa, je suis chercheur au CIFOR, le Centre international pour la recherche forestière, et je vais modérer cette session avec René Siwe, qui travaille pour le programme US Forest Services en Afrique centrale. Donc, je vais d'abord commencer par préciser que dans le cadre de ce panel, euh, nous avons quelques personnes, vous avez reçu le programme et nous avons quelques modifications de dernière minute. Il y a notre collègue Dr Budi Susanti de l'Indonésie qui n'a pas pu être là à cause d'un petit conflit de calendrier. Et nous avons aussi Madame la ministre Arlette Soudan-Nono, qui, à la dernière minute, avec un programme très chargé, n'a pas pu être là aussi. Bon, mais sinon, tous les autres panélistes sont là et nous allons donc avoir Jean-Jacques Bambouta, qui est le coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières au ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Nous avons Brice Séverin Pongui, qui est président de l'Institut Cerveau Vert 2063 et qui est en même temps consultant à US Forest Services. Donc, ça, c'est les panélistes. Donc, je vais principalement modérer les présentations et mon collègue René Siwe prendra ensuite le relais pour les questions-réponses. Donc, en termes de modalités pratiques, donc, pour les présentations, Jean-Jacques aura deux présentations et Brice Séverin en aura une. Donc, chacune des présentations durera 15 à 20 minutes et cela nous donnera ensuite, je pense, suffisamment de temps pour la session de questions-réponses. Peut-être en termes de background, nous pourrons dire que généralement, quand on parle du bassin du Congo, on a généralement tendance à voir les forêts. Et quand on dit un bassin, parfois les gens ont oublié que quand on dit un bassin, on a quand même un réseau hydrographique. Donc, ça, il y a cette précision-là, peut-être qu'il faille déjà apporter. Et dans ce bassin-là, par le passé, il y a eu des travaux pour délimiter ce qu'on appelle les hotspots de conservation et de gestion et de conservation de biodiversité. Et il se trouve que la zone qui abrite les tourbières actuellement fait partie, on va dire, d'un de ces paysages-là, le paysage qu'on appelle généralement lac Télé, lac Tumba, qui est un paysage quand même assez large et qui est un paysage transfrontalier. Et qui est un paysage quand même qui, on va dire, lorsqu'on regarde le programme, lorsqu'on regarde principalement les aspects de biodiversité, est très important parce que ce paysage-là, quand même, abrite, on va dire, des fortes densités de gorilles au monde, abrite une forte population des chimpanzés, des bonobos, et en termes, on va dire, de la biodiversité aquatique, on a quand même une gamme importante de poissons qu'on trouve dans ces zones-là. Et on a aussi des plantes qui sont importants. Alors, dans ce paysage-là où aujourd'hui on trouve les tourbières, on a quand même une population assez importante, on va dire, qui mène un certain nombre, d'activités. Donc, vous comprenez donc que lorsqu'on parle des tourbières, on parle des tourbières dans un paysage qui a certes une biodiversité, mais qui a aussi certes des populations. Et donc, on va dire cette zone-là aujourd'hui est connue dans le monde à cause, on va dire, ou alors à la valeur, à la faveur, on va dire, des récentes découvertes ou alors redécouvertes des tourbières, principalement de la superficie importante. Et on va dire, cette découverte-là ont carrément remodifié la carte mondiale des tourbières en donnant une place plus importante au bassin du Congo. Et donc, on constate que nous sommes ici sur le plus grand complexe continu de tourbières tropicales au monde.
Donc ça, c'est quelque chose qui a permis de remettre le bassin du Congo sur l'agenda mondial avec un autre aspect. Cette tourbière-là est transfrontalière, donc entre la RDC et la République du Congo, elle stocke une quantité importante de carbone et comme je vous ai précisé tout à l'heure, elle abrite une forte biodiversité et il y a des populations qui y vivent. Donc, tout ça rend, on va dire, la gestion, on pourrait dire, convoque une certaine intersectorialité. Donc, pour répondre, on va dire, à l'intérêt important de cet écosystème qui est sensible, nous devons tenir compte du fait que les deux pays, ou alors les pays de l'Afrique centrale, sont engagés dans le processus de conservation de la biodiversité avec cet espace qui abrite une biodiversité importante, mais aussi dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avec principalement sa composante atténuation et sa composante adaptation. Et sa composante atténuation intéresse beaucoup plus les gens parce que cette tourbière-là stocke une quantité importante de carbone. Et la dynamique actuelle que nous voyons, on va dire, dans ce bassin, fait voir, on va dire, un certain nombre d'asymétries. Si nous avons suivi, par exemple, ici même dans le pavillon, la session qui a eu sur le bassin du Congo, nous voyons déjà que parmi les exposés qui étaient faits, on voyait qu'en termes de discipline, il y a une place importante que l'écologie prend parce que c'est les travaux d'écologie qui ont permis de mettre en exergue, on va dire, l'importance du bassin. Mais on a noté aussi hier, toujours sur ce même, on va dire, dans cette même session, dans ce pavillon, une certaine asymétrie lorsqu'on regardait les travaux, on va dire, d'investissement pour regarder la biodiversité. Par exemple, les présentateurs essayaient de comparer le bassin du Congo, je pense, et un pays européen, et on voyait que la densité en matière de recherche était faible, on va dire, dans le bassin du Congo. Mais tout aussi important, était le fait que, et ça se voyait en termes d'équipe de recherche, on avait certes une dominance écologique, mais à l'intérieur de la dominance écologique, on avait beaucoup de chercheurs du Nord et moins, on va dire, des deux pays. Je pense qu'on nous signalait qu'il y avait le professeur Ifo Suspense, qui était la seule personne qui, pour le moment, essayait de pousser la recherche au niveau du Congo. Et on avait le professeur Corneille Ewango qui essaye de pousser la recherche. Et je pense qu'il signalait toutes les peines du monde qu'il avait, on va dire, à pouvoir faire avancer son étudiant de doctorat. Donc, on a déjà cette asymétrie-là. Maintenant, en matière de réponse, les tourbières ne sont pas dans le vide. Si les tourbières ne sont pas dans le vide, ça veut dire qu'il y a des considérations, on va dire, d'ordre socio-économique, d'ordre politique qu'il faut prendre en considération, d'où l'intérêt des sciences humaines. Et ça, on a noté aussi hier que jusque-là, on avait quand même un certain déficit en matière de sciences humaines lorsqu'il faut regarder donc comment fonctionnent les tourbières actuelles dans le bassin du Congo. Donc, un cadre de gouvernance donc, pour les tourbières est donc principalement intersectoriel par nature et nécessite donc une coordination. Et cette coordination-là, elle est nécessaire donc entre les secteurs. Pourquoi? Parce que les tourbières, comme on l'a vu, sont importants pour la biodiversité, sont importants pour le climat, mais on a des populations qui y vivent, on a des chaînes de valeur qui partent de ces tourbières-là et il y a de plus en plus un souci que ces chaînes de valeur-là soient vertes. Bon, donc, pour essayer donc de gérer cette tourbière-là, on a besoin d'une, on va dire, d'une grande coordination. Notons déjà qu'au niveau du bassin du Congo, il y a deux grands organismes qui existent. Il y a la Comifa qui existe et qui, jusque-là, a fait un travail remarquable pour ce qui concerne les aspects gestion de forêt. On pourrait dire, avec un fort accent sur les écosystèmes terrestres. Et on a la SICOS qui est là aussi, qui graduellement, c'est vrai que ça fait 20 ans que la SICOS est là, mais graduellement, la SICOS aussi apporte, on va dire, sa contribution parce que la SICOS essaie autant que possible de regarder ce qui concerne le bassin
Congo-Ubangi-Changa. Donc, la SICOS apporte, on va dire, sa contribution. C'est vrai qu'au départ, elle a été conçue comme organisme de navigation, mais avec le temps, elle prend aussi un rôle important. Donc, ça, c'est les activités qui se déroulent au niveau, on pourrait dire, sous-régional. Maintenant, à l'intérieur du pays, on a quand même besoin, on va dire, graduellement, donc, de construire, on a besoin graduellement de construire, on va dire, une certaine gouvernance pour essayer de voir comment est-ce qu'on gère durablement les tourbières. Et c'est l'objet, on va dire, de ce webinaire, de ce matin. Donc, j'ai signalé que nous aurons des présentations. Nous allons écouter en matière de gouvernance, comment est-ce qu'un pays comme la RDC, par exemple, perçoit ou alors accueille la dynamique tourbière, on va dire, et l'intègre, on va dire, dans son administration et comment est-ce qu'elle compte se déployer. Donc, cette présentation, elle sera faite bientôt par Jean-Jacques. Mais après cela, nous allons suivre aussi les premières initiatives qui sont faites dans le cadre du programme SWAM. Le programme SWAM étant un projet supporté par l'USAID et dans lequel travaille principalement le CIFOR et US Forest Services aux côtés des autres partenaires de l'Afrique centrale. Donc, nous allons avoir donc, on va dire, ces deux restitutions-là, donc présentation donc, de comment est-ce que le pays, la RDC, est en train de s'approprier la dynamique et présentation, on va dire, des premiers résultats de l'étude qui est faite pour soutenir ces réponses-là. Donc, voilà ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Donc, je vais sur ce laisser la parole à Jean-Jacques pour sa première présentation. Jean-Jacques, j'espère que ta présentation est déjà calée et que vous pouvez commencer. Donc, Jean-Jacques va donc nous faire sa première présentation donc sur la gouvernance et cadre politique actuel à RDC. Il va essayer de le faire en tenant en compte les activités qui sont menées, mais en essayant de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'avancer. Merci. Jean-Jacques, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci Denis pour cette introduction. La magie de ce pavillon tourbière, c'est que nous avons beaucoup de gens qui nous suivent en ligne et au même moment, nous avons un nombre un peu réduit ici en situation présentielle. Mais au moins, ça nous honore de pouvoir savoir qu'on est suivi, vu et entendu par beaucoup de gens, surtout en ligne. Je suis là donc aujourd'hui pour pouvoir parler des aspects liés à la gouvernance des tourbières. Nous, en République démocratique du Congo, depuis que nous avons entendu parler des tourbières au travers des enseignements qui nous sont venus de la recherche, et j'ouvrirai une parenthèse pour saluer le professeur Simon Lewis qui est ici dans cette salle parce que c'est à partir de leurs résultats que nous, en République démocratique du Congo, nous nous sommes dit, tiens, cet écosystème mérite une attention soutenue. Et donc, je vais partager avec vous quelques éléments liés à la gouvernance des tourbières en République démocratique du Congo. Alors, au niveau national, le ministère de l'Environnement a décidé de créer une structure qui a pour mission de pouvoir s'occuper de la thématique tourbière. C'est l'unité de gestion de tourbières. Donc, cette structure, elle est arrimée à ce qu'on appelle la direction de développement durable qui, en République démocratique du Congo, a pour focus de pouvoir s'intéresser sur toutes les questions liées au changement climatique. Et comme nous le savons, nous aimerions que l'apport des tourbières soit capitalisé dans les efforts que le pays est en train de fournir dans cet ensemble de la lutte contre le changement climatique. Et donc, la mission de cette unité de gestion des tourbières est de pouvoir monter une politique nationale dédiée à cet écosystème. Mais aussi, l'unité a pour autre mission de pouvoir développer des synergies avec les autres intervenants. Parce que lorsque nous parlons des tourbières, nous ne devrions pas oublier le fait que ce sont aussi quelque part des milieux de production des moyens de subsistance pour les communautés. Et dans ces milieux-là, même si
la grande partie des tourbières de la RDC est intacte, il y a quand même d'autres activités qui sont menées dans ces milieux-là. On pourra parler du processus RED, on pourra parler de toutes les réformes liées à l'aménagement du territoire et au foncier. Donc, au regard de toutes ces interventions, il est important que le pays puisse développer des synergies pour que la politique des tourbières soit connectée aux autres initiatives. Maintenant, comment la RDC envisage-t-elle la gouvernance des tourbières? La République démocratique du Congo a commencé par identifier une vision sur les tourbières. En gros, la vision que la RDC s'est attribuée sur les tourbières se résume en protéger les tourbières pour le peuple et la nature. Quand nous parlons de la nature, il s'agit en fait de capitaliser les apports des tourbières dans le cadre de réponses que la RDC devra donner en tant que pays aux préoccupations qui sont en fait mondiales sur la thématique lutte contre le changement climatique. Mais aussi quand nous parlons de la population, il est important pour nous que de la conservation des tourbières puissent naître ou puissent jaillir des retombées qui feront en sorte que le vécu de communautés locales et de peuples autochtones, comme je l'ai dit déjà ici dans ce pavillon, soit amélioré. Donc c'est cet élément qu'il va falloir lier entre la conservation et la valorisation. Parce que lorsque nous parlons de la République démocratique du Congo, il ne faudrait pas oublier que nous sommes là dans un pays caractérisé par une interconnexion de ressources. Là où vous avez des tourbières, il se pourrait qu'il y ait du pétrole. Maintenant, comment on privilégie l'itinéraire de conservation, par exemple, par rapport à l'itinéraire de développement? Donc, tous ces itinéraires ne doivent pas s'opposer. C'est pour ça qu'il va falloir trouver le juste milieu. Nous avons commencé à réfléchir sur l'élaboration d'une politique que l'on pourra aussi appeler une stratégie nationale des tourbières, qui devra être en fait le véritable cadre de gestion de toutes les interactions autour de cet écosystème. Maintenant, à l'heure actuelle, nous avons réalisé quelques avancées. Nous avons monté une feuille de route. Lorsque je parle de la stratégie, lorsque je parle de la vision, en réalité, ce sont des parties intégrantes de notre feuille de route. En dehors de la feuille de route, nous avons défini une vision, je venais d'en parler. Nous avons procédé à l'évaluation des compétences nationales sur la thématique tourbière, avec comme question de fond, où sont les compétences sur cette thématique en République démocratique du Congo. Je voudrais ici remercier nos collègues de US Forest Service qui nous ont appuyés dans ce genre de démarche. Le travail n'est pas fini, la collecte de données se poursuit, mais les données dont nous disposons à ce stade sont quand même assez intéressantes. Même si, comme l'a souligné Denis dans son introduction, nous sommes là en train de parler d'une thématique émergente pour laquelle beaucoup de choses restent à construire, dont le renforcement des capacités. Alors, on a réalisé une revue du cadre juridique propice à la gestion des tourbières. Je ne vais pas m'attarder sur cet élément-là parce que ma deuxième présentation sera justement consacrée à présenter le résultat de cette étude-là que nous avons réalisée avec l'appui de nos collègues de US Forest Service. Alors, en ce moment, nous avons lancé les travaux relatifs à l'identification d'une définition des tourbières. Parce que si nous voulons cartographier cet écosystème, il va falloir déjà que nous sachions de quoi nous parlions. Et une autre question que nous sommes en train de nous poser à ce niveau-là, est-ce que en République démocratique du Congo, y aurait-il quelques typologies de tourbières? En d'autres termes, si nous parlons d'une tourbière qui se situerait par exemple dans les provinces du bassin central de la RDC, allez, je prends au hasard, je tire par exemple Maïndombe. Et si nous descendons à Kinshasa et que nous trouvons une zone humide dans laquelle les études nous diront plus tard qu'il s'agit en réalité d'une forme de tourbière. Alors, cette tourbière-là sera-t-elle différente de celle que nous avons dans le bassin central? Vous voyez que ça vaut la peine de pouvoir s'interroger sur ce genre de préoccupations. Et à ce stade, nous avons aussi lancé beaucoup d'études en termes de collecte de données qui devront enrichir la stratégie nationale des tourbières. Maintenant, nous rencontrons quelques défis en termes de gouvernance liés à la thématique tourbière. Parmi ces défis, nous pouvons déjà citer le développement des connaissances.
je ne cesse de le dire que depuis que nous avons commencé à parler de cette thématique tourbière, et même quand nous étions en train de préparer la 3e réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières, nous avions souligné la problématique du développement des connaissances sur cet écosystème. Et cela se lie aussi à la question de renforcement des capacités. Et donc, ça, c'est un défi. Et en termes de développement de connaissances, nous, on aimerait savoir, par exemple, où sont les tourbières de la RDC. Ce travail est déjà en train d'être fait, mais on aimerait aussi savoir qu'est-ce que ça représente en termes de stock de carbone. Est-ce que nous allons avoir besoin de pouvoir implanter des tours à flux pour pouvoir suivre et collecter les données en temps réel? Donc, tout ça, ce sont des préoccupations, en réalité, ce sont des défis. On aimerait aussi impulser la prise en compte de l'apport des tourbières dans les politiques d'adaptation et d'atténuation. Comme j'étais en train de le dire, nous avons là une contribution nationale déterminée qui a été aussi révisitée à l'occasion de cette COP, mais il est important que les apports des tourbières soient capitalisés dans le cadre d'un instrument comme celui-là. Et cela demande des études et des investigations, cela demande des données approfondies. L'autre défi, ça concerne le domaine de suivi et encadrement de la production durable des moyens de subsistance, surtout dans les zones à tourbières. Donc, c'est vrai que les tourbières de la RDC à ce stade ne sont pas attaquées, mais il existe dans les milieux périurbains, comme par exemple dans la cité de Mbandaka, où nous avons une tourbière dans le jardin botanique de Yala. Cette tourbière peut être attaquée par des interventions anthropiques en termes de production de riz ou de plantation, par exemple, de bananières. Alors, il est important que l'on puisse lister toutes ces activités afin de pouvoir y adresser des réponses dans le cadre de la politique. Et j'ai déjà parlé du défi lié au renforcement de capacités, parce que c'est important que nous puissions avoir de compétences, non seulement au regard des études à mener autour de l'écosystème tourbière, mais aussi en termes d'identification des politiques. Et on a besoin des informations, on a besoin d'éduquer et de communiquer sur cet écosystème. Parce que des fois, nous ne comprenons pas trop, beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi il s'agit lorsque nous parlons tourbière. Et cela devrait passer par un grand travail de communication que l'on pourrait du reste rattacher au volet renforcement des capacités. Maintenant, en termes de perspective, pour finir, nous voulons nous focaliser sur l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières. Je l'ai déjà dit, et poursuivre le développement des connaissances en termes de aller un peu en profondeur dans la collecte de données et continuer à attirer l'attention non seulement des décideurs, mais aussi des chercheurs, mais aussi des investisseurs sur cet écosystème. Parce qu'il est important que nous puissions avoir une politique robuste de conservation des tourbières. Voilà un peu, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le premier élément de la gouvernance que je voudrais partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Donc, je pense que on peut donc retenir de cette présentation principalement que le pays, on va dire, s'est approprié la dynamique, on va dire, euh, qui qui est née, on va dire, de la découverte ou alors de la redécouverte des tourbières et que le pays a élaboré une feuille de route qui, à terme, devrait aboutir à la stratégie nationale des tourbières. Et que, chemin faisant, le pays a déjà essayé de faire un mapping des capacités, donc pour essayer de regarder une cartographie, on va dire, des ressources humaines qu'il y a dans le pays. Le pays est en train actuellement de définir, de réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler la définition des tourbières pour voir s'il pourrait avoir une typologie ou alors s'il pourrait avoir, on va dire, un certain nombre d'actions autour de la classification des tourbières. Et le pays met un accent sur le renforcement des capacités, aussi bien, on va dire, du personnel administratif que des chercheurs et que des journalistes. Donc, c'est ce qu'on peut très rapidement retenir de cette première présentation. Donc, je pense qu'on va passer à avant de passer peut-être à la prochaine présentation de Jean-Jacques, qui va porter sur le cadre juridique des tourbières. Je ne sais pas si la technique peut nous mettre la page de couverture des premiers travaux qui sont faits pour appuyer donc la feuille de route. Oui, avancez, passez à la deuxième diapo. Oui, allez-y.
OK, voilà. Donc, je pense que ce que Jean-Jacques va présenter tout à l'heure est une publication, est un travail qui aboutit à une publication qui permet de comprendre le cadre juridique. Je vais laisser Jean-Jacques aller en détail, mais nous avons mis ce lien juste pour permettre aux participants de savoir que ce que Jean-Jacques va présenter, ils peuvent l'avoir en ligne, ils peuvent l'avoir en ligne s'ils veulent les détails sur la publication. Donc, je vais donc laisser la parole à Jean-Jacques pour nous faire sa deuxième communication, donc, qui porte sur le cadre juridique des tourbières en RDC. Jean-Jacques, vous avez la parole. Merci Denis de m'avoir repassé la parole. Je vais donc passer à une deuxième toute petite et minuscule présentation euh, qui concerne en fait le partage de quelques informations sur le cadre juridique. En fait, lorsque nous avons commencé à réfléchir sur l'élaboration d'une politique nationale en République démocratique du Congo, nous nous sommes interrogés si oui ou non il y avait de l'existant dans le cadre juridique. Est-ce qu'il y avait des textes qui, au niveau national, au niveau provincial, mais aussi au niveau international, pourraient avoir de l'incidence sur la gestion des tourbières? En d'autres termes, au lieu de commencer par inventer la roue, est-ce qu'il y aurait des éléments sur lesquels on pourrait déjà capitaliser dans le montage ou l'élaboration de la politique nationale des tourbières? C'est comme ça que nous avons réfléchi et nous avons décidé de pouvoir procéder à une revue du cadre juridique par rapport à la gestion des tourbières. Ce travail a été fait avec l'appui de nos collègues du programme SWAMP de US Forest Service et pour lequel un consultant a été recruté et qui a travaillé avec le ministère de l'Environnement dans la compilation et l'analyse de textes. Je ne vais pas être très long pour cet échange. Je vais tout simplement partager les enseignements qui sont issus de cette étude. Alors, le premier élément, c'est que, en fait, il s'agit ici de donner quelques informations ou les informations clés sur les recommandations qui sont sorties de cette étude. Le premier élément, c'est qu'il existe en République démocratique du Congo une loi relative à l'eau. Alors, en analysant les éléments en termes de revue de cadre juridique, quelques recommandations sont sorties. La première recommandation, c'est qu'il va falloir proposer aux législateurs une révisitation de cette loi que vous voyez décrite là-bas. Maintenant, quels seraient les éléments sur lesquels devra porter la révisitation ou la révision? Le premier élément, c'est en fait redéfinir les modalités de désignation et de sélection des sites. Donc, en ce qui concerne les zones humides, il est important que l'on sache découvrir la place réelle que pourraient prendre les tourbières. Si déjà au niveau de cette loi-là, nous savons que ce qui fait partie des tourbières, c'est ce genre d'écosystème, ça serait une très bonne chose. La deuxième recommandation qui est sortie de cette étude en termes de révisitation de cette loi, c'est le fait qu'il est important de pouvoir adopter des dispositions spécifiques pour la conservation des tourbières. En fait, il existe un certain nombre de documents qui font allusion en République démocratique du Congo aux tourbières, même pas avec les mêmes termes. Maintenant, il est important de pouvoir proposer à travers ces lois, ou dans ces lois, pardon, une disposition spécifique qui sera celle en rapport avec la conservation des tourbières. Donc, il est important de dire que les tourbières devront être des zones mises en défense ou des zones de conservation. Donc, il est important que ça ressorte dans cette loi-là. Un troisième élément, c'est ce qui concerne en fait le statut du carbone. En fait, depuis que nous, en République démocratique du Congo, nous avons commencé à parler du processus RED, cet élément du statut du carbone est déjà sorti. Maintenant, en ce qui concerne la thématique tourbière, donc il est important que les analyses reviennent à la surface pour qu'on puisse aussi en tenir compte. Un dernier élément, en ce qui concerne la révisitation de cette loi, c'est de se demander si dans les milieux urbains, il y a des espaces dans lesquels nous trouvons des tourbières
il faut que ces milieux soient protégés. De plus en plus, il y a des bruits qui circulent en disant que non, autour de certaines villes comme Kinshasa, comme Mbandaka, il y a effectivement des réserves de tourbières. Donc, il est important que déjà, au niveau de politique urbaine de gestion des espaces, que ce genre de milieux soit bien protégé et mis en défense. La deuxième recommandation, ça concerne en fait l'adaptation des textes et de documents juridiques existants dans le décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme. En gros, ici, nous avons pensé qu'il est important de pouvoir suggérer qu'on puisse insérer des zones de restriction. Donc, faire des tourbières, des véritables zones de restriction dans lesquelles les activités sont en fait prohibées. Maintenant, dans notre travail préliminaire que nous avons commencé sur l'identification de la définition, nous sommes en train de discuter sur la profondeur minimum qu'il va falloir accepter et insérer dans la définition. Parce que, par exemple, il est important que l'on sache quelle est la profondeur qui devra être dégagée, mise de côté pour que cela puisse servir à l'agriculture. Donc, je pense que ce genre d'initiative en termes de direction des zones de restriction pourrait être en jonction avec le travail de définition que nous sommes en train de faire. Un autre élément qui est ressorti en termes de recommandations, c'est identifier des passerelles entre les différents processus. Le grand processus que nous avons ici en République démocratique du Congo, c'est le processus RED. Maintenant, il est important que la thématique tourbière ne soit pas une thématique volante et qui fait son chemin, mais il faut qu'il y ait des connexions entre le processus de tourbière et aussi la RED+, qu'il faut qu'il y ait des jonctions. Par exemple, maintenant, nous avons des PIRED qui sont déjà en développement dans les provinces. Il est important que l'on puisse s'interroger si oui ou non, il y aurait des activités en termes de conservation des tourbières qui doivent être injectées dans ce programme RED-là. Et nous sommes aussi en train de parler des différentes réformes, notamment la réforme sur l'aménagement du territoire et la réforme foncière, et aussi des aspects et aussi des éléments en rapport avec le développement rural. Donc, il est important que l'on puisse identifier des passerelles entre la gouvernance de la thématique tourbière et les autres processus. Voilà, en fait, les quelques enseignements qui sont sortis de cette étude. Et c'est par là que je vais devoir m'arrêter, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci pour cette présentation qui nous permet de comprendre que la thématique tourbière, en la regardant sous le prisme, on va dire, légal, fait ressortir quelques questions qui sont émergentes, mais ressouligne un peu quelques questions comme le carbone, qui étaient des aspects déjà, on va dire, en discussion. Donc, nous allons avoir la même présentation, donc le cadre juridique dans des tourbières au niveau de la République du Congo. Et nous avons la chance donc d'avoir Brice Sévérin, qui est avocat au barreau de Brazzaville et qui est donc, on va dire, sur le plan du droit, est donc un fin connaisseur du droit et peut donc nous aider, on va dire, à mieux ressortir les éléments, on va dire, qui transparaissent lorsqu'on parle des tourbières et lorsqu'on a en perspective leur gestion durable. Donc, Monsieur Brice Sévérin, je vous laisse la parole. Merci, Denis. Est-ce qu'on m'entend très bien? Oui. Voilà. Alors, merci, Denis. Merci à US Forest Service. Merci au programme SWAM pour l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de faire la restitution au nom de mes collègues de l'Institut Cerveau Vert qui ont mené cette étude sous ma supervision. Alors, nous sommes partis d'une même question, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Jacques. La question, c'était celle de savoir si, en République du Congo, le cadre juridique, qu'il soit de portée internationale, nationale et locale, était favorable ou non à la gestion des tourbières. Et il fallait quelques préalables avant de continuer cette recherche.
parce que je crois que cela a été rappelé tout à l'heure par Jacques et même par vous, Denis, que les tourbières sont un écosystème extrêmement complexe. Et le terme gestion lui-même aussi, il est cosmopolite, il est complexe. Il ne doit pas simplement se limiter à la simple conservation, parce qu'il y a dans les tourbières, certes, la nature, mais il y a aussi des hommes, disons, des populations qui dépendent de ces tourbières, mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont intéressés par certaines ressources naturelles localisées au sein des tourbières. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une perspective un peu multisectorielle et même multi-acteurs pour pouvoir analyser le cadre juridique et conclure s'il est favorable ou pas à la gestion des tourbières. Donc, c'est cette analyse donc, qui a été donc, menée. Et nous, dans le cadre de cette étude, mes collègues ont effectivement regardé tous ces aspects de la gestion, donc qui partent de la simple conservation, mais à l'utilisation et voire même à la valorisation des tourbières, parce qu'il faut avoir cette perspective un peu globale pour ne rien rater dans le cadre de l'analyse. Donc, c'est la démarche plus ou moins ouverte, cette approche qui a été utilisée par les collègues pour pouvoir arriver au résultat que nous avons l'honneur de vous présenter tout de suite. Résultat, une présentation succincte, bien entendu, puisque pour ceux qui voudront avoir les plus amples détails, lorsque l'étude sera publiée, ils verront qu'il y a une analyse plus ou moins détaillée, approfondie, de tout l'environnement juridique du pays pour savoir si le cadre en question est favorable ou non à la gestion des tourbières. Et donc, nous avons, en termes de résultats, l'étude a permis de constater qu'il y a plusieurs textes qui concernent à la fois des secteurs stratégiques, mais aussi des textes de portée générale qui prennent en compte certains aspects de la gestion des tourbières. Nous avons par exemple la loi sur la protection de l'environnement, la loi portant code forestier, le décret relatif aux évaluations environnementales, les textes relatifs aux zones humides, les textes de loi sur des règlements sur la faune, les aires protégées, et bien entendu les textes sur les populations autochtones, ainsi de suite. Donc, il s'agit d'un arsenal que l'on peut mobiliser pour effectivement assurer la gestion des tourbières. Ça, c'est sous le plan plus ou moins atout ou opportunité pour pouvoir s'assurer d'un cadre juridique adapté. Nous avons aussi, dans le cadre de cette étude, relevé qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés. Il y a une petite cartographie des parties prenantes qui a été réalisée et qui a permis de montrer que dans le cadre de la coordination horizontale et verticale, effectivement dans le cadre de l'application du droit, il y a plusieurs acteurs ministériels, mais aussi des acteurs non gouvernementaux qui sont intéressés par la question, ce qui constitue un atout non négligeable pour ce qui est envisagé à l'avenir en ce qui concerne cette gestion des tourbières. Et en ce qui concerne les éléments plus ou moins négatifs à améliorer, alors, nous avons constaté dans le cadre de cette recherche l'absence de mesures spécifiques, mesures nationales spécifiques aux tourbières en général ou à celles déjà localisées dans la cuvette centrale, notamment les directives nationales d'aménagement des tourbières, la définition, tout à l'heure Jacques l'a dit, la définition nationale des tourbières, les différentes catégories de tourbières au niveau national. Tout cela manque encore à l'appel parce que justement c'est une nouvelle problématique que le droit congolais n'avait pas encore pris en compte de façon spécifique. Et en d'autres termes, il y a encore donc des interrogations qui existent. Et je crois que c'est sur cela que je vais insister par rapport au résultat de l'étude. Il y a encore des interrogations en ce qui concerne le statut juridique des tourbières et de la tour. Même si
dans certains textes, par exemple dans le code minier, dans le code hydrocarbures, il y a ces notions qui sont prises en compte, mais pas de façon très approfondie. Donc, il y a encore des interrogations sur le statut juridique des tourbières et de la tour. Et cela est d'autant plus important que si ces questions ne trouvent pas de réponse dans le droit, il serait très hasardeux de pouvoir avancer en matière de gouvernance des tourbières. Donc, en ce qui concerne les interrogations, on peut par exemple dire ceci, que est-ce qu'une partie des tourbières est susceptible d'appropriation privée? Donc, ce sont des questions que le droit congolais n'a pas encore totalement donné des réponses claires, alors que ces réponses sont très importantes. Quelles activités peuvent être compatibles pour la gestion durable des tourbières? Donc, cette question n'a pas encore aussi une réponse claire en droit congolais. Une autre question, faut-il par exemple exiger des garanties? Nous parlons des populations qui pourraient demain être autorisées à exercer un certain nombre d'activités dans et autour des tourbières. Nous parlons de l'écotourisme qui pourrait demain être développé dans ces zones. Mais si autorisation il y a, faut-il par exemple exiger des garanties auprès de ces personnes appelées à exercer un certain nombre d'activités compatibles? Donc, tout cela n'a pas encore de réponse claire en droit congolais. Autre question, quelle procédure pour autoriser certains acteurs dans le tourbières lorsque c'est le cas? Donc là aussi, même si nous avons une réglementation sur les évaluations environnementales, mais il n'y a pas encore de précisions, des réponses spécifiques adaptées à cet écosystème particulier parce que sa gestion, son utilisation demande un certain nombre de précautions. Nous avons aussi posé la question de savoir s'il y avait des modalités réglementaires. Est-ce qu'il y a des plans? Quels sont les plans pour la gestion des tourbières? Faut-il des plans de gestion? Faut-il des plans de remise en état? Tout cela n'a pas de réponse dans le cadre juridique. Autre question, quel régime juridique appliquer aux tourbières? Faut-il appliquer le régime des aires protégées? Donc ça aussi, c'est une question que le droit n'a pas encore trouvé de réponse et que le législateur ou l'administration est appelé à approfondir la réflexion pour pouvoir apporter des réponses assez claires. Parce que il y a plusieurs outils juridiques, plusieurs régimes qui existent en droit, mais on ne connaît pas encore quel est le meilleur régime juridique, le meilleur statut juridique pour ces tourbières. Il y a aussi une autre question. Quel droit, quelle redevance pourrait être payée par toute personne autorisée à réaliser une activité compatible dans les tourbières? Tout cela n'a pas encore de réponse, alors que quand nous regardons, nous avons fait dans le cadre de cette étude une approche comparative aussi pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Il est prévu, par exemple, là où les activités compatibles sont autorisées, le paiement de certains droits, et ainsi de suite. Donc, or, en droit congolais, tout cela n'existe pas encore. C'est une nouvelle problématique. Et si droit il y a, si redevance il y a à payer à l'avenir, si ces redevances, ces droits sont institués dans un texte, mais quels seront les bénéficiaires de ce droit? Nous avons dit qu'il y a des populations qui sont autour. Quels seront les bénéficiaires de ce droit? Quelles redevances seront exigées? Quelles modalités de leur partage, de leur utilisation? Donc tout cela a besoin de réponses en droit qui n'existent pas encore. Quelles sanctions? Par exemple, c'est vrai que nous avons un droit de l'environnement. Il y a, tout à l'heure, je parlais du droit du code forestier, je parlais de la loi sur la faune et les aires protégées, mais ces textes n'ont pas prévu certains faits qui pourraient être constitués comme infraction pour la préservation des tourbières. Donc, naturellement, il faut prévoir de nouvelles infractions, mais aussi de nouvelles sanctions qui n'existent pas encore dans notre environnement juridique. Et il y a aussi une question très importante relative à la gestion, à la gouvernance de ces tourbières, c'est quelle administration serait chargée de coordonner la gestion des tourbières? Nous sommes dans un contexte un peu particulier où il y a plusieurs ministères. Nous avons un ministère de l'Environnement chargé du développement durable et aussi du bassin du Congo. Nous avons de l'autre côté aussi un ministère de l'économie forestière
Et les tourbières sont à la fois des écosystèmes forestiers, mais aussi, tout à l'heure, Denis l'a dit, il y a aussi les questions des eaux, ainsi de suite. Donc, bref, il y a une multitude d'acteurs qui sont intéressés et il faille une certaine coordination, même si aujourd'hui, sur le plan administratif, c'est le ministère de l'Environnement qui héberge, disons, la réflexion sur les tourbières, notamment dans le cadre de la Direction générale de développement durable. Mais tout cela n'est pas encore bien encadré dans un texte et il est donc nécessaire que, éventuellement, cela soit pris en compte. Et donc, quelle responsabilité pénale pour les personnes physiques ou les personnes morales qui seraient amenées un jour à agir contrairement à ce qui serait prévu dans les textes pour ce qui est de la préservation des tourbières. Alors, tout cela, comme je le disais tantôt, l'environnement juridique actuel ne donne pas de réponse précise. Donc, il n'y a que des réponses générales. Et c'est pourquoi, dans l'étude, nous avons conclu que c'est par déduction simplement qu'on peut appliquer le droit actuel pour la gestion durable des tourbières. Et c'est pourquoi, en termes de recommandations, l'étude suggère qu'il soit mis en place un texte spécifique pour répondre à toutes ces interrogations, pour donner un statut juridique clair aux tourbières, pour donner des réponses claires en ce qui concerne les autorisations, les activités qui seraient autorisées et qui ne seraient pas autorisées dans les tourbières, pour donner des réponses claires sur les droits ou redevances qui seraient payées par les personnes autorisées à exercer un certain nombre d'activités compatibles dans les tourbières, sur les modalités de partage d'avantages résultants, puisque nous avons suggéré dans notre étude, nous avons identifié comme opportunité dans cette étude que si valorisation des tourbières il peut y avoir, cette valorisation peut passer non seulement par l'écotourisme, mais aussi dans le cadre du processus APA prévu par le protocole de Nagoya, donc protocole à la Convention sur la biodiversité. Donc l'accès aux ressources génétiques, le partage des avantages résultant de cette utilisation des connaissances ou des ressources qui pourraient y être identifiées. Donc toutes ces questions, toutes ces interrogations méritent des réponses dans un texte de portée générale sur les tourbières, mais aussi éventuellement des textes d'application qui pourraient, au cas par cas, donner des réponses précises à cette gestion des tourbières. Donc, toujours dans le constat, nous avons remarqué, en termes d'éléments négatifs, qu'on n'a pas encore un outil juridique qui consacre certains principes relatifs à la gestion des tourbières. Donc, tout cela est clair et tout cela devrait être clarifié dans un texte, comme c'est le cas pour les études d'impact environnemental et social. Il y a certains principes qui sont repris dans le texte. Dans la loi forestière, il y a un certain nombre de principes qui sont identifiés, mais on n'a pas, pour ce qui concerne le cas des tourbières, un texte allant dans ce sens-là. Nous avons aussi remarqué qu'il y a dans le cadre juridique, qu'il n'y a pas dans le cadre juridique en vigueur certains aspects, notamment le droit des ONG et associations de représenter la nature devant la justice. Parce que, considérant les enjeux que représente cet écosystème, il serait important que les ONG puissent avoir ce droit clairement consacré dans un texte pour leur permettre de représenter, de saisir la justice au nom des écosystèmes des tourbières, question de mieux les protéger peut-être devant la justice en cas de menaces qui viendraient des décisions du gouvernement ou de certains acteurs privés dont les acteurs pourraient menacer les tourbières. Nous avons aussi, enfin, en termes de constat négatif, remarqué le manque de visibilité du droit applicable aux tourbières. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une multitude de dispositions qu'on peut tirer, qu'on peut mobiliser de plusieurs textes, mais ces dispositions sont éparpillées, ces dispositions sont parsemées dans les textes à la fois de portée internationale en ce qui concerne les engagements que le pays a pris
engagements contraignants et non contraignants dans les textes de portée nationale et locale. Donc, tous ces textes existent, comme on l'a dit, mais les dispositions favorables à la gestion des tourbières sont éparpillées. Et donc, il est important qu'il y ait au niveau national un texte spécifique qui pourrait effectivement éviter cette lacune, parce que qu'est-ce que nous constatons? Si ces dispositions existent dans les textes, mais ils sont tout simplement parfois inapplicables, parfois inadaptés aux écosystèmes des tourbières. Et donc, compte tenu des enjeux actuels, compte tenu du rôle des tourbières qui n'est plus à présenter en matière de préservation du climat, en matière de préservation de la biodiversité et en matière de production des biens et des services pour le bénéfice des populations, il est important qu'il y ait un texte spécifique sur la base donc, de toutes ces considérations qui sont d'ordre environnemental, qui sont d'ordre social et économique, juridique, politique et même pratique. Donc, c'est pourquoi, pour terminer, nous, dans le cadre de cette étude, nous recommandons qu'il y ait donc ce texte spécifique qui viendrait répondre à toutes ces interrogations, mais au-delà des textes de portée nationale, étant donné que les tourbières congolaises découvertes à ce stade sont situées à la frontière avec la RDC, il est important aussi d'aller au-delà, d'envisager des mécanismes juridiques entre les deux pays pour pouvoir assurer une gestion durable des tourbières. Donc voilà un peu en quelques mots les résultats succincts de cette étude que nos collègues ont réalisée en ce qui concerne la revue du cadre juridique relatif à la gestion des tourbières. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Brice. Donc, vous avez compris, c'est un travail qui est encore en cours et je pense que les commentaires que nous allons avoir pourront permettre à Brice et à son équipe d'améliorer ce travail-là. Donc, je dois préciser que la présentation de Brice et de Jean-Jacques nous permet de constater que jusqu'ici, quand on regarde, on va dire, le paysage tourbière, on a un certain nombre, on va dire, de lois qui concernent l'eau, qui concernent le secteur des forêts, qui concernent la protection de la nature, l'urbanisation, l'évaluation environnementale et les populations autochtones et ainsi de suite, qui peuvent permettre par déduction, je pense, comme Brice le disait, s'appliquer, on va dire, aux zones des tourbières. Et je pense que il a bien fait de signaler, on va dire, quelques points, on va dire, de vigilance sur lesquels on devrait mettre l'accent pour arriver, si on le veut, à un texte qui encadre spécifiquement la gestion des tourbières. Je pense qu'il a bien fait de souligner un peu tout l'effort logistique. Je pense qu'on dit logistique, c'est comme ça qu'on dit. Oui, tout l'effort logistique, oui, tout l'effort logistique qu'il y a à faire pour pouvoir évoluer vers ce texte-là avec parfois quelques manquements qu'ils ont déjà ou alors quelques inadaptabilités qu'ils ont déjà pu noter. Donc, vous avez là donc la restitution d'un certain nombre de travaux qui sont faits pour aider, on va dire, les structures comme l'unité tourbière de RDC ou alors la structure qui gère les tourbières au niveau de la République du Congo, graduellement on va dire, d'avancer dans son travail. Je dois préciser aussi qu'avec d'autres partenaires qui travaillent sur l'Afrique centrale, on a d'autres types d'études aussi que vous pouvez voir soit sur la page web du CIFOR, soit sur la page web de US Forest Services ou alors de la page web des partenaires qui travaillent au niveau de ce bassin-là, au niveau on va dire, de l'Afrique centrale. Et donc, cette présentation-là nous permet donc de comprendre que il y avait certes, on va dire, des sites Ramsar, donc, on va dire, dans ces deux pays-là, mais le fait qu'on ait très récemment redécouvert les tourbières-là et qui ont contribué, on va dire, à donner une nouvelle composante à ce qu'on pourrait appeler la diplomatie environnementale qui part de l'Afrique centrale, a fait que un certain nombre de gaps
existe principalement. On a noté ici sur le plan juridique qu'il va falloir travailler pour essayer de combler et pour être en cohérence avec ce qui se fait déjà ailleurs. Et c'est l'occasion aussi de remercier principalement le Centre international des tourbières tropicales avec lequel nous travaillons dans le cadre de la coopération sud-sud. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à mon collègue René Siwe qui se trouve dans le site du pavillon pour qu'il continue avec la séance des questions-réponses. René, vous avez la parole. Oui, merci Denis. Bonjour à tout le monde. Denis, juste une précision. Il y a aussi des questions en ligne. Oui, on doit vérifier. On doit pouvoir les vérifier. Je ne sais pas s'il y en a déjà, mais on devrait pouvoir les vérifier au fur et à mesure qu'on évolue. Bon, de toutes les façons, Denis, on m'informe que même le moment où il y aura des questions en ligne aussi, j'aurai accès. Donc, je peux gérer toute la séance, quoi. Merci. D'accord, merci. Donc, c'est le moment maintenant de poser des questions aux présentateurs. Comme vous l'avez suivi toute la présentation, donc, oui, vous pouvez vous présenter avant de poser votre question et indiquer aussi parmi les panélistes à qui vous adressez la question. Merci, Monsieur René Siwe, pour la parole donnée. Je suis Hilary Dassi, je suis camerounaise et je m'intéresse beaucoup aux questions d'éco-politique internationale. Ma question s'adresse, j'ai oublié son nom, au monsieur qui a présenté le cadre juridique, la deuxième présentation sur le cadre juridique de gestion des tourbières en RDC. Oui, dans la République du Congo, pardon. J'ai deux principales questions. Pourquoi faire des tourbières un enjeu à part de gestion des forêts lorsqu'on sait que c'est un type d'écosystème forestier comme les autres? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si on va répondre au fur et à mesure. Allez-y avec la deuxième question. OK. La deuxième question, c'est comment comprendre la sous-information sur cet écosystème qui représente un enjeu stratégique dans la lutte contre les changements climatiques? Merci. Bon, nous pouvons directement passer la parole à M. Brice Pongui pour des éléments de réponse. Merci René pour la parole et merci à notre collègue qui a posé la question. Alors, ces questions, c'est vrai, me sont adressées, mais ne sont pas directement liées aux résultats, surtout la deuxième. Mais je vais répondre en ces termes. Pourquoi faire de cet écosystème un enjeu à part, alors que, comme vous l'avez dit, c'est un écosystème forestier? Alors, comme vous savez, tout dépend du rôle, tout dépend de la place que l'on veut accorder à certains écosystèmes. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les forêts de haute conservation, même dans le cadre de la certification, qui bénéficient d'un régime spécifique compte tenu de leur spécificité. Donc, c'est la spécialité de l'écosystème qui amène les pays à prévoir un cadre juridique spécial. Donc, vous connaissez comme moi que les tourbières jouent un rôle essentiel pour le stockage de carbone, pour la conservation de la biodiversité et pour le maintien de la santé des terres humides ainsi que des eaux de surface et souterraines. Donc, et tous les écosystèmes forestiers ne jouent pas ce rôle et ne devraient pas être traités de la même manière. Et comme vous le savez, plus un écosystème est fragile, plus un écosystème joue un rôle important, il lui faut un régime spécial. Et je crois que c'est ce qui amène les États, c'est ce qui amène les partis à réfléchir sur la façon de mieux protéger, de mieux gérer cet écosystème. Donc, c'est, je pense, la raison
pour laquelle, parce que comme vous le savez, lorsque les tourbières sont détruites ou perturbées, cela laisse échapper le carbone, alors que ce n'est pas le cas forcément pour toutes les forêts. Donc en réalité, c'est la spécificité des tourbières qui fait qu'ils puissent être traités séparément, traités autrement que les autres écosystèmes forestiers. Alors, deuxième question, comment comprendre la sous-information sur cet écosystème? Bon, je pense que depuis quelques années, il se tient dans le monde des rencontres mondiales sur les tourbières tropicales. Et Brazzaville a abrité, il y a 2 ans, si ma mémoire ne me trompe pas, un grand événement qui a rassemblé les grands acteurs en la matière, avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement, avec nos amis indonésiens, et ainsi de suite. Et je crois qu'avec la COP 26 et tous les efforts faits par le CIFOR, tous les efforts faits par US Forest et USAID, et ainsi de suite, je pense que ce gap de communication est en train d'être comblé petit à petit et on ne doit pas s'arrêter, on doit continuer à sensibiliser à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan juridique, sur le plan politique, pour améliorer cet écosystème, la gestion de cet écosystème forestier particulier. Donc, je vous remercie. Bon, merci Brice pour les éléments de réponse. Monsieur Bambou te souhaiterait aussi peut-être apporter certains éléments de réponse dans l'angle de la RDC. En ce qui concerne la deuxième question, votre deuxième question, madame, j'ai l'avantage de vous avoir en face de moi. La question est en rapport avec la sous-information sur l'écosystème tourbière. En effet, nous sommes en train de parler d'une thématique émergente pour laquelle beaucoup de choses restent à faire et beaucoup de choses restent à découvrir. C'est pour ça que j'ai souligné l'importance du développement de connaissances. Mais pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est chaque mois que nous organisons pratiquement des webinaires afin de pouvoir partager l'information sur cet écosystème. Mais vous avez raison de souligner qu'il est important que nous puissions évoluer vers un programme, j'allais dire national, d'information, d'éducation et de communication sur les tourbières. Mais ce programme devra en réalité se greffer à celui de renforcement des capacités nationales. Donc, c'est un volet très important, la communication. Juste un petit élément que je voudrais ajouter par rapport à ce que le collègue Brice a dit de Brazzaville, c'est que on est en train de tenter de vouloir donner une place, j'allais dire, spéciale aux tourbières parce que elle constitue une superbe solution basée sur la nature en rapport aux réponses aux préoccupations, la lutte contre le changement climatique. Donc, il y a dedans l'aspect carbone qui intervient, comme le collègue venait de le dire. Et lorsque vous regardez le stockage du carbone qu'il y a dans le tourbière, donc il y a de quoi pouvoir donner une place spéciale à cet écosystème. OK. Merci, monsieur Jean-Jacques, pour les éléments de réponse. Bon, j'avais quelques questions aussi pour les intervenants. Donc, la première question, c'est pour monsieur Jean-Jacques de la RDC. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'existence de cette unité de gestion sur les questions tourbières. Et vous avez parlé aussi comme mission, la nécessité, le montage et la mise en œuvre d'une stratégie pour les tourbières. Je voulais juste savoir quels sont véritablement les défis qui sont confrontés par cette unité de gestion. Et une autre question maintenant du côté de la République du Congo, c'est juste aussi pour savoir, du côté de la RDC, ils ont amorcé cette démarche d'avoir une unité de gestion pour les tourbières. Est-ce qu'il y a des leçons que je peux dire, des leçons qu'on a appris par rapport à ce qui se passe en RDC, qu'on peut utiliser pour la gestion des tourbières du côté de la République du Congo? Merci. Je prends la parole. Oui, merci. Bon, en termes de défis, moi, je vais commencer par le plus important, celui qui pourra étonner tout le monde, mais en fait, il est le défi le plus fondamental. Ce sont les moyens pour pouvoir fonctionner. Nous parlons d'un écosystème dans lequel il y a plusieurs intervenants, pardon. Et deux fois, nous qui représentons les pays dans la gestion de la thématique, on a des difficultés à pouvoir gérer toute cette intervention, canaliser toute cette énergie
pour qu'elles puissent être greffées d'abord à la dynamique nationale. Donc, à côté, vous avez des structures qui travaillent avec beaucoup plus de moyens et vous avez des pays qui travaillent, j'allais dire, avec les moyens de bord. Alors que ce sont les pays qui font tout le travail en termes de communication, comme Madame m'a dit, sensibilisation, mais aussi faire connaître l'importance de cet écosystème auprès des décideurs politiques. Parce que les autres intervenants, eux, surtout les chercheurs, ils travaillent pour la publication. Mais nous travaillons pour que l'écosystème reste intact dans, j'allais dire, dans sa condition originelle. Donc, il est important qu'il y ait une sorte de justice d'abord entre nous-mêmes, acteurs qui travaillent dans la thématique tourbière, pour que les moyens soient aussi canalisés vers les structures étatiques qui font ce travail de terrain. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça concerne le renforcement des capacités. Donc, on est là en face d'un écosystème pour lequel nous avons beaucoup à découvrir, mais on a aussi besoin de capacités, on a besoin d'informations pour pouvoir aller de l'avant. Et parmi ces informations, évidemment, il y a la cartographie, il y a l'évaluation du stock de carbone et tout le reste qui pourra suivre. Merci. Merci, M. Jean-Jacques. M. Brice? Alors, merci René pour la question. Bon, malheureusement, je ne peux répondre au nom du gouvernement, puisque je ne représente pas le gouvernement. Mais en tant qu'acteur de la société civile, je peux dire que toutes les bonnes leçons tirées de cette expérience seront les bienvenues. Et je pense que au Congo, c'est peut-être une formalisation qui manque en tant que telle, mais le Congo gagnerait à tirer les leçons de cette expérience de la RDC pour pouvoir aller au-delà même de l'unité de gestion, mais vers un cadre de concertation pour la gestion des tourbières. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas que l'environnement qui est intéressé, il n'y a pas que la forêt, les ministères en charge des forêts qui sont intéressés par les tourbières, mais il y a aussi d'autres acteurs, d'autres secteurs qui ont d'autres intérêts à mettre en jeu, qui sont donc appelés à se mettre ensemble sur la table pour pouvoir échanger pour la gestion durable de cet écosystème assez particulier. Il y a déjà des initiatives dans d'autres secteurs. Nous avons au Congo un cadre pour la gestion des intérêts de l'État en mer. Pourquoi pas demain un cadre de concertation pour multisectoriel, multi-acteurs peut-être, pour pouvoir discuter de ces tourbières, non pas seulement au sein des ministères, mais au-delà de tous les acteurs qui pourraient jouer un rôle négatif sur la gestion des tourbières. Parce que, comme je l'ai dit, la petite cartographie des parties prenantes, tous les acteurs que nous avons faites dans le cadre de cette étude, montre qu'il y a plusieurs ministères qui sont intéressés, il y a plusieurs appétits pour ce qui concerne les questions des ressources hydrocarburées dans la zone, ainsi de suite. Donc, il est intéressant que ces acteurs-là s'asseyent et discutent dans un cadre plus formel et mieux encadré. Merci. Merci, Brice. Il y a une autre question encore qui est en ligne, mais avant de prendre cette question, j'ai une préoccupation qui est d'ordre, je dirais, générique. I just want to take advantage also of the presence of Professor Simon Lewis also here. Before starting this event, I had the opportunity to talk to some representatives of other countries in the Congo Basin region, and there was a question about what is the likelihood of the existence of peatlands in other countries in the Congo Basin region, and does that require maybe carrying out specific studies on some humid or wetland ecosystems to actually ascertain whether there is actually these wetlands are effectively not or are actually peatlands? So it's just a general question, but I want to take advantage of your presence. Hi. I think there may be some smaller areas of peatland in Central Africa, in Gabon, and also outside the Cuvette Centrale in the Democratic Republic of Congo, and potentially in South Sudan and on the borders. And we need to go through the same kind of mapping process. So first of all,
We can generate some initial maps through satellite imagery from remote sensing, and then go on the ground prospecting to see if there is peat on the ground in those areas where we suspect there is peat. And then we can use that data to then make a much better map if there is peatland there. But it will take some investment to do so. But the payoff will be good in terms of a map for the whole Congo Basin and where the peatlands are. Thank you very much. Nous avons encore une autre question en ligne. La question est pour M. Brice Pongui. J'aimerais savoir, est-ce que les démarches ont été entreprises au niveau du gouvernement pour pallier ces problèmes de manque de textes juridiques en faveur de la gestion des tourbières? Merci pour la question. Nous pensons que l'étude, donc la revue du cadre juridique est une étape de l'appui que le pays attend de ses partenaires, et nous espérons que cet appui va se poursuivre après ce diagnostic pour voir comment traduire cela dans les textes juridiques. Et nous ne pouvons pas parler au nom des partenaires, mais nous pensons que c'est là l'intention des partenaires qui sont en contact avec le gouvernement. C'est même la raison pour laquelle notre ministre de l'Environnement était invité à cette réunion, qui est très capitale. Et donc, nous, à notre niveau, ce n'est pas à nous, en tant qu'ONG ou consultants, de faire la démarche, mais je pense que lorsque nous avons commencé, je parle sous le contrôle de M. René, lorsque nous avons commencé cette étude, avant même d'avancer, nous devions rencontrer le directeur général de développement durable. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a une dynamique dans ce sens, et nous espérons qu'elle va se poursuivre et que cette étude sera restituée à qui de droit, et que la décision sera prise par les autorités pour pouvoir donner une suite favorable ou non à ce que nous avons fait comme constat. Mais nous espérons que nous allons arriver à cette deuxième étape qui consistera à adresser les gaps relevés sur le plan juridique. Oui, juste pour apporter certaine précision que l'étude en question a été en principe, je dirais, recommandée par la Direction générale de gestion durable, dont nous avons répondre à ces besoins, et on va présenter ces résultats maintenant de cette étude, et sûrement, dépendant maintenant de l'orientation du gouvernement, nous pouvons sûrement passer à la prochaine étape, qui est de répondre maintenant à certaines lacunes juridiques qui ont été constatées, comment on doit faire maintenant pour les combler. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Oui, allez-y, madame. Ok, merci. J'ai une autre phase de questions, mais là pour Monsieur Brice et également pour les deux, en RDC et en République du Congo. J'aimerais savoir si vos pays respectifs ont intégré la gestion des tourbières dans leur CDN. Je vois les têtes, on se couche, donc oui. Parce que oui, donc... C'est une évidence. Ok, donc quelles sont les options pour une économie verte, mais vraiment de pointe pour ces écosystèmes, sachant que la Convention cadre même recommande aux pays en développement de ne pas négliger leur développement économique et social, donc de le privilégier. C'est ma question. Oui, Jean-Jacques. Oui, si vous permettez que je... Vous m'entendez? Merci. Parce que je viens de m'entendre aussi. Si vous permettez que je revienne sur la question de la prise en compte de l'apport des tourbières dans le CEDEN. En République démocratique du Congo, nous avons réfléchi de cette manière. D'abord, je confirme que nous avons fait mention de l'importance des tourbières dans le CEDEN. Mais cette mention devra être encore réarticulée en allant plus en profondeur. Parce qu'à ce stade, les données dont nous disposons, Simon venait de le dire, ne concernent que la partie bassin central de
la partie bassin central de la RDC, dans laquelle il y a cette tourbière-là. Mais nous sommes, j'allais dire, excités de pouvoir un peu faire cartographier l'ensemble des tourbières du pays, en évaluer le réel potentiel en termes de stock de carbone. En ce moment-là, nous devrions avoir des informations plus exactes que nous devrions renseigner dans la contribution nationale déterminée. Qu'à cela ne tienne, nous avons listé un certain nombre d'interventions en rapport avec les tourbières qui sont reprises dans le CEDEN. Je pourrais changer avec vous le lien pour que vous puissiez avoir notre CEDEN. Merci. Merci Jean-Jacques. Brice? Oui, merci pour la question. Effectivement, à ce stade, c'est une motion, comme l'a dit Jean-Jacques, mais il reste à approfondir les questions dans le cadre des projets qui ont été proposés dans notre CDN, qui est disponible sur le site de la Convention. Et pour ce qui est de la deuxième question, oui, le pays est conscient de ces circonstances nationales, de ces circonstances particulières. Le pays est conscient qu'il ne peut pas mettre en mal son développement, tout en, bien entendu, en contribuant à l'effort climatique mondial. Les tourbières, comme on l'a dit dans notre présentation, fournissent des ressources avantages aux populations riveraines et peuvent aussi participer à l'expansion économique rurale et communautaire dans le cadre de certaines activités de tourisme durable, des activités compatibles. Et nous pensons que le pays est en train donc de bénéficier. Il y a un projet qui est en cours dans la phase de diagnostic, un projet financé par avec le concours donc, du PNUE pour pouvoir voir dans quelle mesure, quelles sont les activités compatibles qui peuvent être exercées sans perturber les tourbières, ainsi de suite. Donc, il y a ce souci-là de concilier à la fois la conservation de la biodiversité, la préservation du climat mondial, mais tout en assurant le développement socio-économique du pays. Donc, c'est une problématique qui est prise en compte, et même dans le cadre de notre CDN, cela est repris. Donc, c'est un défi qui n'est pas le moindre, savoir concilier environnement, économie et le social. Donc, c'est une question qui est sur la table et qui préoccupe nos autorités. Merci. Donc, une autre question, c'est en dehors de la fonction climatique et écologique de cette zone tourbière, nous sommes tous conscients aussi d'une valeur économique et avec une pression relative à peut-être des réserves des hydrocarbures. Donc, la gestion de cette zone nécessitera évidemment un effort, je dirais, multisectoriel, l'implication de différents ministères et acteurs. Quelle est actuellement votre, je dirais, l'implication maintenant des autres acteurs pour la gestion durable de ces écosystèmes? Quelle est l'expérience dans les deux pays en ce qui concerne l'implication des autres acteurs et des autres partenaires, surtout, comme nous le savions bien, pour jumeler, je vais dire, la fonction économique et avec l'aspect climatique et écologique risque de créer encore des conflits, surtout, oui, risque de créer plus de conflits. Quelle est la situation dans les deux pays? Je vois deux éléments dans votre question. Le premier élément, la première préoccupation, c'est l'implication des parties prenantes. Le deuxième élément, ça concernerait le volet économique. En ce qui concerne l'implication des parties prenantes, oui, en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'adresser la thématique tourbière au regard de l'expérience du processus RED, qui a été un processus assez participatif. Mais la spécificité de la thématique tourbière, c'est que nous l'avons, dans la plupart des cas, surtout dans la partie bassin central, dans
des zones déjà de conservation qui sont aussi sous la gestion de l'ICSN dans une certaine l'Institut congolais de la conservation de la nature dans une certaine mesure. Et donc, il est important que l'on associe non seulement cet acteur-là, mais aussi les différents ministères. J'ai tout à l'heure parlé de l'aménagement du territoire, du foncier, du développement rural. Parce qu'en fait, ce qui attaque une des causes pour laquelle l'écosystème est attaqué, c'est d'abord la pauvreté. Donc, il est important que de la conservation, comme je l'ai souligné dans mes précédentes présentations, il est important que de la conservation naisse ou qu'il y ait des retombées qui feront en sorte qu'elle puisse améliorer le vécu des communautés qui sont tout autour de cet écosystème-là pour que l'écosystème ne puisse pas être attaqué. Mais le problème de jonction ou de concertation entre les différents acteurs est en train d'être réglé au sein des différentes plateformes qui existent déjà. Nous n'allons pas uniquement pour la question de Tourbière inventer la roue, parce qu'il existe déjà plusieurs plateformes d'échange, plusieurs plateformes de discussion. Peut-être qu'au fur et à mesure que nous avançons, par exemple là nous sommes à l'étape de l'identification d'une définition, nous organisons des consultations dans lesquelles plusieurs parties prenantes participent. Mais on verra plus tard, lorsque nous aurons évolué, s'il y a une autre manière de pouvoir procéder. Merci. Merci Jean-Jacques, puis. Merci René. Effectivement, comme je le relevais tout à l'heure dans mon intervention, il n'y a pas un cadre spécifique de concertation en ce qui concerne ces écosystèmes, mais les cadres classiques sont utilisés pour pouvoir discuter de ces questions, puisque quand je parle de cadre de concertation, je fais allusion par exemple au Conseil des ministres. Vous savez que certains textes, certains permis, notamment par exemple les hydrocarbures, sont approuvés en Conseil des ministres. Et donc, c'est l'occasion ou jamais pour les différents ministres sectoriels de pouvoir donner leur point de vue et de décider de la suite à donner à tel ou tel permis. Même chose dans le cadre des études d'impact, il y a aussi une commission multi-acteurs, même si tous les acteurs ne sont pas représentés, tous les ministères ne sont pas représentés dans cette commission, mais c'est aussi l'occasion donnée pour pouvoir discuter. Alors, par exemple, pour notre contribution déterminée nationale, elle a fait l'objet d'une adoption au Conseil des ministres avant sa transmission officielle au secrétariat de la Convention. Et donc, ce sont des signaux à ne pas négliger qui montrent déjà cette volonté de pouvoir discuter, se concerter sur ces questions. Mais cela n'est pas suffisant puisqu'il a été relevé dans le passé les cas de superposition d'usage, des permis miniers accordés dans les aires protégées. Donc, la vigilance est toujours de mise pour la société civile et d'autres acteurs. Question de rappeler au gouvernement ses engagements lorsque cela est nécessaire. Merci. Merci, merci une fois de plus à Jean-Jacques et à Brice pour tous les éléments de réponse à toutes les questions. Donc, je voulais maintenant repasser la parole à Denis. Et, merci beaucoup. C'est vrai que dans le moniteur, je voyais qu'il y avait encore deux questions, mais je ne sais pas si les organisateurs pourront laisser le temps à Jean-Jacques. Tom, is it possible to ask the presenter to ask two questions before we can wrap up? OK, we have 3 minutes. Jean-Jacques, je pense qu'il y avait une question sur les concessions forestières. En fait, je pense que l'intervenant tel que je l'ai rapidement lu, essayait de demander ce que vous faites par rapport aux concessions forestières. Peut-être une réponse rapide avant que je ne clôture. Il parlait des concessions forestières qui menacent, je pense, les concessions forestières qui menacent les tourbières. Et je pense qu'il y avait aussi une question sur les autres types de menaces qu'on aurait sur les tourbières de la RDC. Une réponse rapide avant que je ne conclue.
Oui, en ce qui concerne les menaces sur les tourbières, j'ai dit tout au début que nous avons lancé une étude pour pouvoir en fait lister ces menaces-là afin que les réponses leur soient réservées dans le cadre de la stratégie. Je passe maintenant à la préoccupation sur les concessions forestières. Un grand travail d'assainissement est en train de faire au ministère de l'Environnement. Je vais demander peut-être au collègue qui a posé la question de prendre mon contact ou de m'envoyer son contact. Je pourrais lui envoyer l'état d'avancement de cet assainissement. Mais ce qui est vrai, c'est que en réalité, les milieux de tourbières sont des zones de conservation. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas un exploitant qui va aller couper des arbres dans des zones à tourbières, à moins qu'il puisse avoir des machines, j'allais dire, très performantes. Mais je pourrais donner de plus d'informations aux collègues en privé s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je dois remercier les panélistes. Je dois aussi remercier René qui a modéré, on va dire, la session avec moi. Et je dois remercier ma collègue Olivia de US Forest Services avec qui nous avons constamment préparé cette session. Donc, on peut très rapidement comme ça retenir que au cours de ce webinaire, on est revenu sur l'importance des tourbières pour les populations locales, l'économie nationale et l'importance que cela a sur, on va dire, sur l'écologie mondiale. Donc, et ça justifie tout l'intérêt qu'il y a. Au niveau sous-régional, on a la Comifac qui existe déjà, qui travaille. On a le SICOS aussi qui fonctionne. Et je pense qu'il y a probablement besoin de plus de synergie. Et nous avons noté avec les présentations qu'à l'intérieur des pays. Pour le moment, c'est principalement les ministères de l'Environnement qui essayent, on va dire, dans une phase qu'on pourrait peut-être considérer de transitoire, de gérer la question tourbière avec une volonté, comme on a vu dans le cadre de la RDC, d'atteindre une politique en passant par l'élaboration d'une feuille de route qui sert un peu de guide. Donc, l'étude qui a été faite nous permet de voir qu'on a des textes juridiques qui recouvrent plusieurs secteurs, qui par déduction permet, on va dire, de regarder comment on pourrait éventuellement gérer les tourbières, mais qui a un certain nombre de déficits, de gaps qu'il va falloir essayer de combler pour avoir une certaine cohérence sur le plan juridique. Et je pense que nous avons eu une très bonne session de questions-réponses très interactive qui a permis de revenir sur la méconnaissance, on va dire, de ces écosystèmes qui paraissent particuliers et qui ont une certaine singularité de par leur on va dire, leur importance écologique pour l'agenda mondial et local, mais surtout par leur fragilité. Donc, je pense que c'est ça qui fait la singularité, même si on a décidé Ramsar, la convention Ramsar qui les couvre déjà, mais je pense que la fragilité qu'on observe dans ces zones-là font qu'il est nécessaire de prendre de plus en plus en considération, on va dire, cet écosystème-là de manière assez spécifique dans l'élaboration des politiques. Et on a vu que les CDN ou alors les autres documents, probablement qui vont venir, comme par exemple le Reference Emission Framework, par exemple, qui vont être élaborés, vont prendre en considération l'apport des sciences, on va dire, dans l'amélioration de ces documents-là. Et on se réjouit de ce qu'il y a des projets comme le projet SWAM qui est supporté par l'USAID, qui permet, et bien d'autres bailleurs, qui permet, on va dire, de générer les informations et d'alimenter, on va dire, le processus de réponse pour pouvoir gérer cette tourbière-là pour que dans les réponses au changement climatique, aussi bien en termes d'adaptation que d'atténuation, qu'on puisse avoir quelque chose qui est cohérent et qui est, on va dire, compatible avec les initiatives qui existent déjà. On a beaucoup parlé du processus RED dans ce cas-ci, mais n'oublions pas aussi que les tourbières ont une dimension aussi, adaptation au changement climatique, qui est important de soulever, on va dire, pour les tourbières elles-mêmes, mais aussi pour les populations qui vivent, on va dire, dans cet écosystème-là. Donc, sur ce, je vais remercier
tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir nous suivre en présentiel sur le site ou alors en ligne. Et je vous invite à continuer à suivre les événements du pavillon et à visiter les pages web du CIFOR pour prendre davantage connaissance des travaux qui sont faits, on va dire, dans le cadre du bassin du Congo et dans le cadre de la gestion durable des tourbières. Donc, sur ce, je vais remettre la parole, je vais remettre, on va dire, le micro aux organisateurs, principalement à Tom, qui est la principale, Tom et Patrick qui sont chargés de gérer cette plateforme. Merci beaucoup. Merci.